Bienvenue à toutes et tous pour cette exploration. Aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet, un peu intime, mais vraiment courant, la sécheresse vaginale pendant la ménopause. Hmm. On va décortiquer un article de Supernutrition qui donne 5 pistes naturelles pour retrouver un peu de confort. L'idée, c'est d'en tirer de stratégies concrètes. Oui, et c'est un sujet crucial. Ça touche énormément de femmes. Le point de départ, on le sait, c'est la baisse des œstrogènes. C'est ça. Et ça a plusieurs effets. Les tissus s'amincissent, l'équilibre local, la fameuse flore vaginale, est perturbé. Et puis, la lubrification naturelle diminue. D'accord. C'est ce qu'on regroupe sous le nom de syndrome génito-urinaire de la ménopause, le SGUM. Comprendre ça, ce mécanisme hormonal, c'est essentiel pour pouvoir agir. Alors justement, comment on agit d'après l'article? Il y a des pistes concrètes. Ça commence par les soins locaux, c'est ça? Il fait une distinction importante? Oui, exactement. Hydratation et lubrification, c'est pas du tout la même chose. Ah bon? C'est quoi la différence? L'hydratant, souvent c'est à base d'acide hyaluronique par exemple. Ça vise à restaurer l'hydratation en profondeur des tissus, sur le long terme. Un peu comme une crème de jour pour le visage, quoi. C'est un peu ça, voilà. On l'utilise régulièrement. Alors que le lubrifiant, comme une huile de coco, une huile d'amande douce, Oui? ça, c'est une aide ponctuelle, juste avant un rapport par exemple, pour le confort immédiat. L'un, disons, répare, l'autre facilite sur le moment. D'accord, c'est logique. Mais l'article dit qu'il ne faut pas s'arrêter là, il faut aussi agir de l'intérieur. Avec les bons gras? Tout à fait, et ça c'est fondamental. On connaît bien les oméga 3, poissons gras, noix, graines de chia, pour la santé en général. Oui, ça, on en entend parler. Mais l'article met vraiment l'accent sur les oméga 7. On les trouve moins souvent, par exemple, dans l'huile d'argousier. Ah, l'argousier, Ah. oui. Et ce qui est intéressant avec eux, et qu'on oublie souvent, c'est leur action très ciblée sur l'hydratation des muqueuses, y compris vaginales. D'accord. Ça aide vraiment à maintenir la souplesse des membranes cellulaires de l'intérieur. Intéressant l'argousier, donc c'est très ciblé potentiellement. Et pour cet équilibre intérieur, il y a aussi la question de la flore vaginale, non? La baisse d'œstrogène la perturbe? C'est un point absolument clé. Moins d'œstrogène, ça veut dire moins de carburant, en quelque sorte, pour les bonnes bactéries, les lactobacilles, qui protègent cette zone. D'accord. Du coup, l'article recommande des probiotiques spécifiques. Il cite des souches précises comme Lactobacillus crispatus, Rhamnosus, Ruteri. Ah oui, c'est pas n'importe lesquels. Non, non, ce sont celles qui ont été étudiées pour leur capacité à bien coloniser la sphère vaginale et à maintenir un pH acide qui protège. Donc il faudrait regarder les étiquettes des compléments pour trouver ces souches-là, par exemple. C'est ça. Et côté alimentation, on peut faire quelque chose aussi. Il parle de phytoestrogènes. Oui, absolument. Alors, les phytoestrogènes, ce sont des composés qu'on trouve dans les plantes et qui miment, mais très très doucement, l'action des œstrogènes. Ça remplace pas les hormones, donc. Non, pas du tout. L'idée, c'est d'apporter un petit soutien naturel. Alors, on peut intégrer par exemple des graines de lin qui sont riches en lignane. Mhm. Du soja, mais plutôt sous forme fermentée, comme le miso ou le tempeh, c'est mieux. Les lentilles, les pois chiches, et même la sauge. La sauge. D'accord. Voilà, c'est une façon douce d'accompagner le corps pendant cette transition. Intéressant ce soutien global par l'assiette. Et la dernière piste de l'article, elle est plus active, non? Le renforcement du périnée? Je vois pas forcément le lien direct avec la sécheresse au premier abord. Et pourtant, il est bien là. L'article explique que des exercices ciblés, type Kegel, ça augmente le flux sanguin vers les tissus, ceux du périnée, mais aussi du vagin. Ah d'accord. Et qui dit meilleure circulation sanguine, dit tissus mieux nourris, mieux oxygénés, en meilleure santé, quoi. Et donc plus aptes à produire leur propre lubrification naturelle. Ah bah oui, c'est logique en fait. C'est un mécanisme simple, mais ça marche. Le simple fait de contracter ses muscles peut aider à ce point? C'est fou. Oui, mais il faut de la régularité. C'est ça le secret. L'article donne un exemple simple, le stop and go lent. C'est quoi ça? On contracte doucement les muscles du périnée pendant 5 secondes, puis on relâche bien pendant 10 secondes. Et on répète ça 10 fois. C'est discret, ça coûte rien. Et ça stimule la zone. Exactement. Ça stimule la vitalité de toute cette zone. Bon, alors, si on essaye de résumer un peu tout ça, on a vu plusieurs pistes naturelles. Les soins locaux, bien choisis, donc hydratants et lubrifiants. Mhm. Le soutien de la flore avec des probiotiques bien ciblés. L'apport en phytoestrogènes par l'alimentation. Ne pas oublier les bons gras, surtout ces fameux oméga 7. Oui. Et enfin, l'activation par les exercices du périnée. Ça fait quand même pas mal d'outils, là. Oui, une belle boîte à outils complémentaires, c'est ça.
Toutes ces approches, elles visent à quoi? À atténuer les effets de cette baisse d'œstrogène, du fameux SGUM. D'accord. Et c'est important de rappeler, je pense, que c'est un phénomène hormonal. Ça n'a rien à voir avec un manque d'hygiène, hein, surtout pas. C'est important de le dire, oui. Et l'article souligne aussi un point crucial, si les symptômes sont vraiment pénibles ou s'ils persistent malgré tout ça, il faut absolument consulter, Un médecin? Un gynéco? oui, un professionnel de santé, Mhm. pour avoir un diagnostic précis et discuter de toutes les options possibles, y compris parfois des traitements médicaux, comme un traitement hormonal local si c'est jugé nécessaire. Le naturel, c'est un super soutien, mais c'est pas forcément la solution unique pour tout le monde. C'est clair. Mais cette exploration montre quand même qu'il existe des leviers naturels, accessibles pour agir sur cette sécheresse intime liée à la ménopause et retrouver un meilleur confort au quotidien. Oui, Combiner plusieurs de ces stratégies, ça semble vraiment une voie intéressante. tout à fait. Et peut-être pour aller un peu plus loin, au-delà du confort physique immédiat, on pourrait se demander comment l'intégration de ces habitudes, mieux manger, bouger de façon ciblée, prendre soin de soi localement, comment tout ça pourrait peut-être changer la perception même de la ménopause. C'est-à-dire? Mais peut-être la voir moins comme une fatalité, quelque chose qui nous tombe dessus, et plus comme une phase de vie où on apprend activement à s'écouter et à prendre soin de son corps différemment. Une transition où l'on est acteur en quelque sorte.